principe, ça ne devrait pas être le cas parce qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous sommes censés être vraiment travailler avec impartialité. Nous ne devons pas avoir de coloration politique. Même si on a le droit de militer dans un parti politique, de faire tout ce que nous voulons. L'appartenance est obligatoire, mais oui, ça ne doit pas agir. Ça ne devrait pas agir sur nous en tant qu'acteurs de la société civile. Et je crois que tout à l'heure, Jean-Paul a dit quelque chose sur lequel il est important de revenir. C'est que en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons nous dire que nous œuvrons pour le même objectif, nous visons le même but, c'est-à-dire l'amélioration de la situation de la population d'une manière générale. Donc, en tant que tel, nous devons savoir être complémentaires. Donc, lorsque, par exemple, il y a une organisation de la société civile qui prend le devant d'une initiative, vous allez voir d'autres organisations qui vont refuser de suivre. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il y a pléthore d'organisations, pléthore d'initiatives qui sont plus ou moins concurrentes. Alors que si ces organisations-là se mettent ensemble et réfléchissent, on se dit, voilà, si on a des organisations qui veulent travailler, par exemple, sur la liberté de manifestation. Et il y a une organisation qui est devant nous tous, nous joignons cette organisation. Nous pouvons déployer les autres ressources pour travailler sur d'autres thématiques. Aujourd'hui, nous avons plusieurs regroupements qui travaillent sur telle, et c'est les mêmes thématiques. Et vous allez retrouver malheureusement des organisations qui se retrouvent dans les différents groupes. Bon, alors que nous disons que nous n'avons pas assez de ressources, il faudrait que nous puissions nous entendre et que nous travaillions vraiment dans l'intérêt de nos populations. C'est aussi un constat. On voit souvent que un responsable est en train de diriger une organisation. À un moment donné, il est accusé d'une manière ou d'une autre. Et puis, il part et crée son organisation. Cela est dû à quoi en réalité? Cela dit que la nature, cela est dû au fait que la nature aurait du vide. Donc, je pense que c'est un problème réel. Ouais. Et seulement que, comme Michel l'a dit, nous devons savoir quelle est la cause, quel est le but que nous poursuivons. C'est ça qui est important. Ça dit qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une organisation de la société civile parce qu'on n'a pas du travail. Et que, il y a ça aussi, hein, parce que voilà, on a vu des gens qui sont devenus fonctionnaires parce que voilà, on est obligé de créer une association pour vivre en vrai. Voilà, et qu'il est le directeur exécutif depuis la création, ou bien le président depuis la création. Donc tout ça là, en fait, alors que les mêmes choses que nous reprochons aux gouvernants en disant que voilà, c'est pas démocratique, tout ça, la même démocratie, on n'arrive pas à l'appliquer à nos petites structures de la société civile. Donc c'est un peu dommage de constater ça, mais c'est une question de personne, ou bien c'est une question aussi de valeur. En tout cas, espérons que le panel Watch va s'occuper également de ce cas-là. Je vais vous poser une question, vous allez répondre qui veut en premier. Est-ce que vous êtes inquiété dans l'exercice de vos fonctions, madame? Est-ce que vous êtes inquiété? Non. Non. Monsieur? Moi aussi non plus, voilà, ça ne m'inquiète pas. Parce que, mais apparemment, vous demandez une protection. Parce que la dernière fois, un groupe a demandé qu'une loi, un draft soit rapidement formalisé pour permettre aux acteurs de la société civile et défenseurs qu'ils soient protégés en réalité. Oui, bien sûr, parce que c'est pas parce que nous, personnellement, nous ne sommes pas inquiétés qu'il n'y a pas d'autres défenseurs qui ne le sont pas. Il y a d'autres défenseurs qui sont sur le terrain et dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, qui font face à des menaces et à autres. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a une loi, même enfin, je dirais même la loi peut avoir un effet préventif. Donc, ce qui fait que déjà, lorsqu'on sait qu'il y a la loi qui existe et on se dit, on met en place un cadre qui permet aux acteurs de défense des droits humains de pouvoir exercer librement et en toute sûreté leur profession. Ça contribue également à apaiser le système et à favoriser le bon travail de ces défenseurs-là. Est-ce que c'est faisable, monsieur? Non, en fait, moi, je voulais revenir sur le fait que, au fait, la soirée qui a été organisée le mercredi passé n'a pas donné la chance à beaucoup d'organisations d'être présentes. Donc, ça a été vraiment représentatif d'une
partie de la société civile. Oui. Et je peux reconnaître qu'il y a beaucoup, dans l'exercice de leur fonction, se sentent menacés parce qu'ils traitent des questions qui touchent vraiment à la question de la gouvernance, ou si vous ne savez pas aborder la question tout de suite, vous pouvez tomber dans votre propre piège et ça pourrait créer d'autres problèmes. Donc là, le ministre même l'a reconnu que les gens demandent la protection, mais on va les protéger comment, pendant qu'eux-mêmes ne sont pas professionnels, on va les protéger contre qui? Vous voyez? Et il a même dit qu'il nous retourne la balle de lui revenir avec une proposition, un draft d'un mémorandum de protection des acteurs de la société civile. Donc, ça veut dire que la question mérite d'être posée et que si aujourd'hui, nous, on n'est pas menacés, d'autres en sont. Et c'est dans ce cas que le collègue Asiba Johnson, il est revenu sur son cadre. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'il faut penser à un cadre, je dis, de protection des acteurs de la société civile. Mais, je dis mais parce qu'il faut que ces acteurs, encore qu'il faut qu'ils soient professionnels. Voilà, il faut qu'on s'investisse à professionnaliser notre rôle pour contribuer effectivement, parce que le rôle de la société civile, c'est d'aider, c'est d'accompagner l'État, c'est de proposer. Donc, l'État a plus de moyens que nous. Ouais, nous n'avons pas malheureusement assez de moyens pour vraiment renforcer nos capacités et disposer des moyens pour pouvoir accompagner l'État. Donc l'État a compris que s'il ne nous aide pas, on ne peut pas l'aider. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, madame, on a souvent aussi l'impression que c'est vulgaire, c'est du n'importe quoi, je vais le dire. Des fois, quand vous collaborez plus avec le gouvernement, on a l'impression que vous êtes acheté parce que en réalité, vous n'arrivez plus à dire ce qu'il faut dire réellement au gouvernement. Je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous travaillons en tant qu'organisation de la société civile avec les subventions des partenaires. Et les partenaires s'alignent sur les priorités du gouvernement. Donc, lorsque nous devons soumettre nos projets, nos programmes aux partenaires, ces partenaires voient dans quelle mesure est-ce que vous travaillez avec le gouvernement, est-ce que vos programmes complètent, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement qui est le premier responsable des questions de développement, des questions des droits de l'homme dans le Togo, enfin dans tous les pays. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Donc il ne faudrait pas que nos programmes et nos projets aillent à l'encontre des objectifs qui sont définis par le gouvernement. Donc là, ça ne veut pas dire que lorsque, par exemple, nous constatons que le gouvernement, sur un certain point, a des faiblesses, nous ne le signalons pas. Là, même si je continue même, je dirais même que lorsque, par exemple, nous prenons, par exemple, les instruments juridiques internationaux sur lesquels nous travaillons, nous tous, lorsque le gouvernement fait ses rapports, les organisations de la société civile aussi font leurs rapports, qui peuvent, dans certains cas, aller complètement à l'encontre. Souvent, on parle de rapports alternatifs. De rapports alternatifs qui, sur certains points, va à l'encontre de ce que le gouvernement a dit. Donc, ce n'est pas parce que nous travaillons avec le gouvernement que nous ne pouvons pas dire nous ne sommes plus objectifs. Nous sommes achetés. C'est ça, nous ne sommes pas achetés, pas du tout. Les droits de l'homme. Nous ne le sommes pas. D'accord. Les droits de l'homme couvrent beaucoup de domaines, notamment les groupes vulnérables. On entend souvent, on parle de liberté de manifestation, de liberté de droit à la vie, de conditions de détention, etc. Mais il existe encore beaucoup de domaines que couvrent les droits de l'homme. Quels sont ces domaines? Oui, le champ des droits de l'homme est un champ complexe parce qu'il y a de nouvelles générations de droits qui naissent. Et au fur et à mesure que le monde existe, ou bien tant que le monde existe, il y a toujours des groupes, des minorités qui sont isolés quelque part. Donc aujourd'hui, il existe jusqu'à 4 ou 5 générations de droits. Mais aujourd'hui, il y a la première génération qui est les droits civils et politiques qui est très promu. Et ensuite, il y a les droits économiques et socioculturels qu'on connaît tous. Maintenant, aujourd'hui, on parle du droit à l'environnement et puis le droit, il y a des droits alimentaires. Voilà, c'est ça. Donc, le droit à l'éducation, notamment pour les enfants également. Donc, c'est pour faire un peu d'ironie par rapport à la soirée du mercredi où l'ancien ministre Maître Degri, qui est membre du panel, a clôturé son allocution avec le droit alimentaire qui est assuré dans la soirée. Donc, il y a plein de droits. Et
même si nous parlons des droits qui sont ignorés jusqu'à ce jour, parlons de la question des droits des personnes âgées. Ouais. Au niveau mondial, il y a un vide juridique. Donc, on peut considérer que pour le moment, les personnes âgées ne sont pas encore protégées par aucun dispositif mondial reconnu. Mais cela n'empêche que les États prennent eux-mêmes individuellement des initiatives pour doter, chaque pays soit doté d'un instrument juridique pour protéger sa population. Et avant qu'au niveau mondial, quelque chose soit fait. Et c'est dans ce cadre qu'avant même de mettre en place une convention mondiale, il y a des groupes de travail qui sont mis en place pour essayer de réfléchir sur comment chaque État arrive à protéger les droits de sa population dans toute sa globalité. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce qui concerne les personnes âgées, on peut dire que c'est un droit qui n'est pas encore totalement reconnu au niveau mondial, mais pour lequel chaque État essaie de mettre en place un dispositif. Madame s'occupe du droit à la femme en réalité. Moi, j'ai posé la question parce que quand on voit un peu les zones minières du Togo, on a l'impression que ces populations sont laissées pour compte. Pas assez d'associations, mais de défenseurs de la crise qui s'en occupent. C'est pourquoi moi je pose la question, parce que on se demande si nous tous on se cantonne sur le droit politique et finalement est-ce que les autres sont laissés pour compte en réalité, madame? Pas du tout. Les autres droits ne sont pas laissés pour compte. C'est vrai que les droits politiques et civils sont plus mis en exergue parce que ça touche à des questions qui attirent l'attention. Mais il y a les gens qui travaillent sur la question des droits à la santé, par exemple. Oui. Il y a des organisations qui sont dans ce domaine, mais on ne les entend pas crier tout le temps parce que voilà, ce qui attire, c'est les questions des droits civils et politiques. J'ai des gens qui ont l'habitude de dire que quand vous travaillez sur les questions des droits civils et politiques, vous êtes en train de fouiller dans les poubelles du gouvernement. C'est ça qui attire l'attention. Mais quand on parle, par exemple, des questions de droit à l'éducation, on a au Togo des organisations qui sont spécialisées sur les questions de droit à l'éducation, sur les questions de droit à la santé. Il y a même des organisations qui travaillent sur les questions de responsabilité sociale des entreprises et qui touchent un peu aussi les industries extractives et autres là. Donc, mais malheureusement, on ne met pas plein feu sur ces organisations-là comme sur les autres organisations qui travaillent sur les droits civils. D'accord, merci beaucoup à vous. Je rappelle que nous sommes ensemble ce soir avec Madame Michel Agué, secrétaire générale du GFDD, et Jean-Paul Ekouroko, président de l'association Anavi, des membres du panel. Nous sommes en train de reparcourir cette rencontre avec le ministre. C'était mercredi dernier. Les deux invités sont aussi membres du panel Watch, je le disais un instant. Quelles sont aujourd'hui les perspectives du panel Watch? Mais les perspectives, elles sont en tout cas grandes, et nous pensons que nous sommes à la phase de décollement. Voilà, nous sommes en train de nous faire connaître au travers les activités, les quelques activités que le panel initie. Comme un avion. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais on sait et on voit que les défis sont là. Les problèmes ne manquent pas. Et les questions brûlent. Et il faut franchement que nous puissions nous pencher sur des questions qui touchent directement le bien-être des populations auxquelles nous appartiennent nous-mêmes. Et nous, en le faisant, c'est vraiment pour plaider aux côtés du gouvernement pour que le gouvernement puisse améliorer un peu la vie de chacun des individus, pour que la tension qui se sent au sein de nos populations diminue. Parce que beaucoup de gens parmi nous ne sont pas trop intéressés par la question politique. Beaucoup de gens ne veulent pas devenir président de la République, ni ministre, ni député. Ils veulent juste manger à leur faim. Et ça, c'est aussi un droit. Hein? C'est même fondamental. Hein? Et manger à sa faim, tout le monde veut manger. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est pour manger. Mais il y a certains qui mangent 3 fois par jour, d'autres qui n'arrivent pas. Une fois. Voilà, donc il faut essayer ce qu'on appelle la justice sociale. Dès qu'on va atteindre cet idéal-là, vous verrez que, bon, tout devrait bien marcher.
les gens ne vont pas se lever, qu'ils vont dire ils vont marcher, et ils vont faire tel sitting par là. Donc je pense que le gouvernement même a compris. Mais le problème, c'est comment s'y prendre. Seul, des fois, quand tu es au volant, tu ne peux pas apprécier certaines choses. C'est quand quelqu'un en dehors qui voit vraiment que tu ne conduis pas bien, et quand lui aussi vient au volant, peut-être qu'il fait pire. Donc nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas au volant, nous sommes dans la masse, et nous devons donner des signaux, chacun dans son domaine, pour ce qui concerne les groupes cibles pour lesquels nous nous battons pour défendre leur cause. Pour moi, c'est les personnes âgées, c'est pour alerter le gouvernement, pour dire voilà, pour ceux qui sont nos aînés, si vous ne faites rien, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui vont vieillir de la même façon, vont tomber dans les mêmes problèmes que ceux qui sont dans ces problèmes aujourd'hui. Donc voilà pour le panel, pour revenir à la question, c'est que le panel aujourd'hui a beaucoup de travail à faire. Mais nous ne pouvons le faire seul. Nous avons besoin aussi de tout un chacun, comme les médias, s'il y a des conseils ou bien des recommandations, ou il y a des sujets sur lesquels vous souhaiterez que le panel se penche pour réfléchir. Parce que ceux qui sont au sein du panel sont des gens vraiment, des personnalités crédibles. Et quand on dit crédible, c'est parce que vraiment on voit l'indépendance avec laquelle ils travaillent, et le sérieux qu'ils mettent dans leur travail, le professionnalisme, et on voit déjà le background qu'ils ont, et c'est encourageant. Madame, j'aurais bien envie de vous poser une question sur le droit de la femme, notamment la question de l'excision, parce que la situation est toujours d'actualité au Togo, surtout au nord, mais nous n'avons pas le temps, malheureusement. Nous allons parler en quelques minutes des élections locales annoncées pour le 30 juin prochain. D'une manière générale, quel est votre regard sur la mobilisation des jeunes autour de ces élections? Le constat que nous avons fait, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui se portent candidats. Et il y a beaucoup de ces jeunes-là, jeunes hommes et jeunes femmes qui sont sur des listes, les listes indépendantes, les listes des partis politiques. Et moi, je salue vraiment cet engouement. Maintenant, au-delà de ces jeunes-là qui sont sur les listes en tant que candidats, nous aurions souhaité que les messages qui doivent passer à partir d'aujourd'hui en direction des populations soient des messages rassembleurs qui peuvent amener encore la population à sortir massivement pour pouvoir également voter, exercer leur droit de vote. Donc, au-delà maintenant, après, voir dans quelle mesure aussi inciter toute la population, aussi bien les jeunes, à participer réellement à l'animation de la vie publique au niveau de nos différentes localités. Jean-Paul? Oui, je pense, les élections locales vraiment sont... Il y a beaucoup d'espoir et d'attente qui est placé à... Parce que ça vient de 32 ans derrière. Ah, bien sûr, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelque chose qu'on a beaucoup attendu, qui va devenir réalité. Et il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir qui est placé à ces élections. Personnellement, pour moi, je pense que c'est un bon début. Et nous tous, nous attendons de voir est-ce que les attentes qu'on a placées à ces élections-là seront au rendez-vous. C'est-à-dire que est-ce que l'élection locale qui est censée améliorer les conditions de vie des populations à la base, parce que la gouvernance va se décentraliser pour être plus proche des gouvernés. Et donc nous tous nous attendons de voir. Pour nous, membres de la société civile, acteurs de la société civile, ça va nous faciliter encore la tâche. Ça va nous faciliter encore la tâche parce que pendant longtemps, c'est ce que nous essayons de faire, combler ce vide-là. Maintenant que ça va être quelque chose vraiment qui va venir du haut lieu, et nous pensons que à la fin, les résultats qu'on aura, que chacun aura dans sa commune, va apporter quelque chose au développement pour lequel nous nous battons tous. Nous allons rester avec vous. Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission. Votre mot de fin, nous allons conclure en commençant par vous. En tout cas, nous ne pouvons que nous réjouir pour les initiatives des uns et des autres. Parce que nous sentons qu'aujourd'hui, le ministre a dit quelque chose, le mercredi passé, il a dit que il y a un renouvellement de la classe politique. Qu'on voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'action politique. Et je pense que c'est un bon signe. Et nous pensons que ça va continuer et qu'aujourd'hui, l'énergie que nous avons en ces jeunes-là va pouvoir faire avancer les choses.
Et donc, nous demandons aussi aux autorités, surtout moi, je voulais plaider vraiment pour les gens qui sont encore privés de liberté, si le gouvernement peut encore faire quelque chose pour, pour apaiser l'atmosphère et pour qu'on arrête de dire qu'il y a encore des gens qui sont en prison pour tel. On reconnaît peut-être qu'ils n'ont pas bien agi, pas manque de professionnalisme, mais je pense qu'ils auront compris eux-mêmes que la prochaine fois, ils vont essayer d'utiliser une approche un peu plus professionnelle. Donc voilà ce que je peux dire pour clore notre rendez-vous de cet après-midi. Merci. Oui, Madame, l'honneur est à vous maintenant. Oui, je crois que je commence à partir des derniers propos de Jean-Paul en disant que nous souhaiterons vraiment que le gouvernement puisse continuer ou bien mettre en place des mesures d'apaisement en libérant les prisonniers politiques et que nous puissions parler de questions de développement dans une atmosphère apaisée. Au-delà de cela également, je souhaiterais qu'on puisse mettre en place des mesures, des cadres, des mécanismes qui pourront permettre réellement aux jeunes et aux femmes de pouvoir participer réellement au même titre que les hommes aux questions de développement de notre pays. Et je voudrais lancer pour terminer un appel aux médias pour que vous puissiez nous accompagner dans ce processus de communication, d'information des populations sur les questions urgentes qui touchent la population, qui touchent le bien-être de nous tous d'une manière générale. D'accord, merci, nous y sommes déjà. Merci aussi également à vous pour la disponibilité. Nous étions avec Michel Aguet, secrétaire général du GF2D, et puis Jean-Paul Ekoukoro, président de l'association Anavi. 7-1, c'est fini. Vincenz Lasboga Koudoyo, Patrick Debrevi. L'équipe vous donne rendez-vous samedi prochain.